Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons politique, 0826 300 300, vous êtes nombreux à appeler. Continuez à le faire. Est-ce que la gauche doit gouverner? Est-ce que la gauche peut gouverner? Nous en parlons ce matin. Est-ce que la gauche doit gouverner? Alors tout de suite, je pose la question à Jean Garrigue. Est-ce que la gauche doit gouverner? Écoutez, si on se fie aux pratiques institutionnelles, oui, le président de la République, a priori, serait enclin à nommer quelqu'un qui viendrait du pôle majoritaire. Oui. Et de peu, mais c'est quand même le nouveau Front populaire. Majoritaire, sans être majoritaire. Sans être majoritaire. Majorité absolue, quoi. Mais de manière objective. Comment imaginer que ce pôle du nouveau Front populaire puisse gouverner? Il serait à court terme soumis à une motion de censure d'une majorité absolue. Il faut la majorité absolue pour une motion de censure. Ils n'ont qu'une majorité très relative et il serait presque inévitable qu'à très court terme, des votes venant des LR, du Rassemblement national et d'une partie d'ensemble puissent les mettre... Ça veut dire, Jean Garrigue, que la gauche devrait gouverner institutionnellement, mais que la gauche ne pourrait pas gouverner. Je dis institutionnellement, c'est même pas une question d'institution, c'est une question de pratique. A priori, on choisit le Premier ministre dans le pôle majoritaire. Mais on est dans une situation exceptionnelle, avec une tripartition qui n'a jamais existé sous la Ve République. Je ne vois pas... avec les divisions en plus dont vous nous avez fait part et qui sont criantes. On l'a vu ce matin avec Sandrine Rousseau. Je ne vois pas ce bloc-là pouvoir gouverner seul, en tout cas. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir de nouvelles pratiques et conduire des coalitions. Alors je me tourne vers vous, David Jaïs. Je vous pose la même question. Non, mais d'abord, pour former un gouvernement dans une assemblée où il n'y a pas un parti qui a une majorité absolue, il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé dimanche et la semaine dernière. À quoi on a assisté? Premièrement, une formidable repolitisation de tout le pays. Moi, je peux pas, je passe la moitié de mon temps en Lot-et-Garonne. Tout le monde parle de politique. Mais ça, c'est génial. Mais ça, je le dis depuis le début, que la dissolution a déjà un mérite. Ça a permis aux Français de se réconcilier avec la politique, et 2, ça a poussé les Français à aller voter. Exactement. Pardon, mais c'est important, non? C'est important. Et le deuxième enseignement, c'est que dimanche dernier, donc il y a 10 jours, on nous disait le Rassemblement national est à 5 cm du pouvoir, ils vont avoir une majorité absolue, relative, et à la fin, ils se retrouvent avec 136 députés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé, et qui n'est pas qu'un barrage, qui est un front républicain, où on a des électeurs de gauche qui ont voté pour des candidats centristes, voire de droite, des électeurs centristes, voire de droite, qui ont voté pour des candidats de gauche. C'est des enseignements politiques, ce que je suis en train de vous dire. Ça nous oblige. Les partis politiques sont en train d'effacer tout ça. Mais ça veut dire que c'est lamentable, 24 heures après, de recommencer des tambouilles en disant on va faire un gouvernement avec 180 députés, sachant qu'on a passé 2 ans à dire qu'Emmanuel Macron était un proto-fasciste quand il faisait du 49-3 alors qu'il avait 250 députés. Il faut qu'on comprenne qu'on a changé de réalité politique et qu'il faut changer de mœurs politiques. C'est aussi parce que les Français sont un peuple d'une très grande intelligence politique. Le message qu'ils ont passé dimanche, il a une rationalité. Et c'est vous arrêter de vous comporter comme dans une cour de récré. Ça veut dire que selon vous, le nouveau Front populaire fait fi du vote RN, fait fi du vote de toutes celles et ceux qui n'ont pas voté pour le nouveau Front populaire. Ça veut dire que le nouveau Front populaire, certes, est en tête. Bien sûr qu'il y a des personnalités issus de cet intergroupe qui ont vocation à gouverner, mais il faut entrer dans une logique de négociation et de construction de ce que je réclame depuis des semaines, un contrat de gouvernement, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur des priorités pour les Français. Et pareil pour le vote RN, vous l'avez dit Jean-Jacques, il y a quand même 10,5 millions de Français qui ont voté pour le RN. Les ignorer. Il faut prendre en compte ces choses-là. Évidemment. C'est pourquoi le nouveau gouvernement, même s'il tiendrait compte d'une inflexion vers la gauche. On peut imaginer une personnalité, par exemple, de sensibilité centre-gauche, à mon sens, qui ne devrait pas d'ailleurs être issu des partis qui composent le nouveau Front populaire, parce que
on le voit d'emblée ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon a d'emblée fracturé. Il a préempté le poste de Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a fait exactement l'inverse de ce qu'attendent les Français. Et il faut que le gouvernement qui se mettra en place, qui est issu de ce barrage du Front républicain, tienne compte des 10 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Sinon, ça n'est pas... C'est un déni de démocratie. Alors, on va demander à des auditeurs, dont Olivier, qui lui est très proche de LFI, qui est avec nous, et à Guillaume, qui est à Carcassonne, qui n'ont pas la même opinion, mais heureusement que chacun a une opinion différente, c'est ça qui fait la richesse, me semble-t-il, de la France. Olivier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, Olivier. Alors vous êtes évidemment favorable à un gouvernement aujourd'hui proposé par le nouveau Front populaire, Olivier? Oui, c'est ce que veulent les Français a priori, c'est le résultat du vote. Non. Oui. Mais non. Oui et non. Il y a discussion. C'est ce que veulent un tiers des votants. Ce n'est pas les Français. Non, pas refaire le match. Mais attendez, on va pas refaire le match. Il y a un vote qui est majoritaire pour le nouveau Front populaire. Il y a une part de barrage. J'ai bien entendu les analyses que je partage pas forcément, ceci dit, mais s'occuper des Français pour le Front populaire et même des Français qui ont voté pour le RN, c'est possible à travers un programme. Le vote, il dit à un moment donné qu'on veut pas du RN pour gouverner, mais qu'on veut un gouvernement à majorité de gauche pour gouverner aujourd'hui. C'est ce gouvernement qui a fait barrage au RN d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que le programme qui va être mis en place ne va pas s'occuper de la détresse de tous ces gens qui ont voté RN. On l'a analysé, le vol RN aussi. On est d'accord, Olivier. Là, tout le monde est d'accord. Non, mais si on analyse le vote RN, on sait qu'il y a un vote sanction, qu'il y a un vote colère, qu'il y a une partie de vote raciste, parce qu'il faut mettre des mots dessus, et qu'il y a surtout un vote de misère. C'est-à-dire que les gens ne s'y retrouvent plus. Cette colère, cette sanction, c'est un vote de misère. Que propose le programme du... Parce que moi, je veux bien qu'on parle des uns et des autres, mais enfin, avant tout, il y a un programme. Les gens, ils ont fait un barrage, mais ils ont aussi voté pour un programme. Et les reports de voix, d'ailleurs, ils sont plus importants de la part des gens de gauche que de la part des macronistes. On l'a vu aussi, les analyses le disent très bien. Légèrement plus important, un peu plus. Quand même. Alors, une fois qu'on a dit ça, que veulent les gens? Parce qu'à un moment donné, il y a quoi dans ce programme? Il y a une augmentation du SMIC, il y a la gratuité de l'école. Oui, augmentation du SMIC, vous avez entendu Sandrine Rousseau qui nous disait, augmentation du SMIC, ça se fera en plusieurs étapes. Alors, attendez. Moi, Sandrine Rousseau, elle dit ce qu'elle veut. Moi, je vous parle du programme qui a été acté. À un moment donné, on peut aussi passer son temps, comme ça a été fait dans les médias qui ont fait 27 sondages et 27 sondages qui étaient faux, à toujours fustiger la France insoumise, à dire que Jean-Luc Mélenchon voulait préempter. Je l'ai entendu il y a 2 minutes chez vous. C'est moi qui l'ai dit. C'est la vérité, Olivier. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'assumer. Non, mais il n'y a pas de problème d'assumer. Il y a un problème qu'il a dit hier encore. Moi, j'ai entendu qu'il était candidat à rien. Il y a aussi mais oui, non, mais c'est pas un détail. Tout en disant, attendez, tout en disant quoi? Qu'il était candidat à rien, tout en disant quoi? Qu'il y avait Clémence Gauthier, qu'il y avait Bompard. Qu'il était prêt à tout. Non, mais ça, c'est vous qui l'entendez comme ça, monsieur. Mais c'est pas moi qui l'entends comme ça. Non, c'est vous qui l'entendez. Il a dit, je fais partie de la solution. Mais il l'est. Attendez, on peut pas dénier à un moment donné qu'il est à l'origine de la reconstruction de la gauche, de la plus grande force du Front populaire aujourd'hui, d'un programme qui est essentiellement insoumis. Il n'est pas du tout à l'origine de la reconstruction du nouveau Front populaire. C'est Marine Tondelier qui a travaillé. C'est pas du tout Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est factuel, monsieur. C'est documenté. Ce qui est factuel, monsieur, c'est qu'à l'origine... De la même manière qu'il est factuel que le groupe Ensemble est finalement tout près de vous. Que vous escamotez les électeurs d'Ensemble. Allez-y, Olivier. Ne vous énervez pas, exprimez-vous. Et ça part de la NUP. La reconstruction, elle part des 22% et de la NUP. D'accord ? Il faut être honnête sur la façon dont on reconstruit la gauche dans ce pays. Et elle part d'un programme. Un programme qui a pu être mis en place en 15 jours parce qu'il était chiffré et prêt et qui est un programme essentiellement insoumis. Donc c'est quand même malhonnête de dire que M. Mélenchon n'est pas à l'origine de tout ce travail. On l'aime, pas. La question n'est documenté. Documenté. Olivier, allez-y. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que je veux dire, non, mais soyons clairs, assumez vos positions. Mélenchon n'est pas le débat. Mélenchon n'est pas le débat. Donc le Premier ministre doit venir.
Le Premier ministre, pour vous, doit venir de LFI et uniquement de LFI. Il n'y a pas d'autre solution. Et vous proposez Clémence Guettet, c'est ça? Ce n'est pas qu'un Premier ministre. Moi, ma préférence, mais ça c'est très personnel, moi je pense qu'une femme serait très bien, et qu'une femme qui connaît très bien le programme, en l'occurrence, c'est Clémence Guettet. Mais je vois un gouvernement, je vois pas seulement un Premier ministre. Mais Olivier, ça vous pose aucun problème que la France soit gouvernée avec 180 députés après avoir pendant 2 ans dit qu'il y avait un déni de démocratie quand on faisait passer des textes au 49.3 avec 250 députés? Alors c'est une vraie question, et moi je pars du principe que ce qui a été passé par 49.3 peut être défait par 49.3, surtout si c'est pour mais dans le programme, Olivier, dans le programme que vous avez proposé aux Français, il est écrit noir sur blanc que vous abrogez le 49.3. Oui. Mais attendez, oui, on mais n'est pas encore... sauf que... Attendez. Dans un premier temps, il y a une urgence. Vous avez bien vu la mobilisation des Français, ça doit vous interpeller. Vous voyez bien que les Français sont dans une demande d'urgence. Il n'y a pas que le barrage au RN, l'urgence c'est aussi la misère des gens. Donc à un moment donné, il faut bien y répondre concrètement. Quand le Front Populaire, s'il parvient à avoir par exemple un candidat présidentiel, sera à la tête du pays, là, en effet, le 49.3 sera à l'ordre du jour pour l'enlever. Mais allez chercher les contradictions aujourd'hui, ce genre de contradictions, alors qu'on est en train d'essayer de trouver une solution pour répondre à l'urgence des Français. Les Français, ils crèvent la dalle. Les Français, il y a 10 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc vos histoires de 49.3, là, à un moment donné, d'aller chercher la bébête sur le 49.3, excusez-moi. Est-ce qu'on peut vous interrompre 2 secondes? Attendez. Vous savez ce qu'on va faire? Ça va nous permettre de réfléchir, parce qu'on va faire un peu de pub. Il est 9h31, à tout de suite. Jean-Garry, vous allez répondre. On va prendre Guillaume aussi, qui est à Carcassonne. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h34. Olivier, on termine, Olivier. D'abord, je voudrais... Olivier, simplement, il va falloir que le nouveau Front Populaire arrive à se mettre d'accord aussi. Hein. Vous avez absolument raison. Mais parce que imaginez que dans 5 jours, il n'y ait toujours pas d'accord. Emmanuel Macron n'aura qu'une solution. Il va dire au nouveau Front Populaire, ça fait 8 jours que vous discutez, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, donc on va trouver d'autres solutions. Écoutez, on va pas faire, là encore, on va pas faire le match avant. Donc moi je pense qu'ils ont été capables de se mettre d'accord sur un programme. Ils ont été capables de rassembler les Français au-delà de ce qu'avait prévu Monsieur Macron en créant la dissolution. On va attendre, je pense qu'ils vont y arriver. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent faire l'unanimité dans cette histoire, qu'on peut faire un gouvernement qui rassemble tout le monde. Et oui, pour l'instant, on tâtonne. Il y a un côté où on peut pas... moi, j'entends ce qu'on dit, gouverner. J'ai entendu sur la motion de censure. Ça peut être une possibilité. Peut-être qu'on va arriver au bout du bout à une démission et à une élection présidentielle anticipée. C'est possible. Mais pourquoi? Ce que les Français ne veulent pas. Moi, ce que j'entends... Pour sauver Marine Le Pen? Je ne sais pas si ça va sauver Marine Le Pen, peut-être. Et si le Front Populaire est capable de présenter un candidat, peut-être qu'il arrivera à rassembler. Et qu'est-ce que ça va changer une élection présidentielle anticipée, sachant qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant 1 an? Le problème, vous avez raison, ça pose un vrai problème. C'est pour ça que gouverner dans l'urgence, en partie en défaisant ce qui a causé du problème aux Français. Enfin, maintenant, à un moment donné, on va pas fermer les yeux sur ce qui se passe depuis 2017. Moi, je me souviens d'un Macron qui est arrivé 3 mois avant 2017 en disant « Je suis ni de gauche ni de droite et j'ai pas de programme ». Et aujourd'hui, on est en train de dire « Ah oui, mais le programme du Front Populaire, il est pas viable, etc. » Attendez, faut être sérieux. Il y a une urgence. Les Français sont dans l'urgence. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la politisation des Français. Et les Français, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Donc, je vais vous dire, même les électeurs du RN, si demain vous augmentez leur pouvoir d'achat, si vous augmentez le SMIC, si vous leur rendez la vie un peu plus facile, ils vont l'apprécier comme tout le monde. Les Français, c'est pas des imbéciles. Et vous pensez que... Bien. Merci Olivier. Merci Olivier. On va prendre Guillaume à Carcassonne. Bonjour Guillaume. Bonjour Jacques Bourdin. Vous entendez cette discussion. Alors, quel est votre point de vue? Écoutez, je tenais juste à dire déjà que je suis issu de la circonscription dont le parachuté Poutou n'a pas trop fait long feu. Hein. Oui. Voilà. Donc toute la région Carcassonne est passée RN. Moi, j'ai appris avec le temps, d'ailleurs ça s'est dit dans les médias, que les extrêmes, que ça soit gauche ou droite, c'était pas bon pour le pays. Donc je suis pas spécialement pour
qu'un Premier ministre issu de LFI soit nommé. Que ça soit de la gauche, ça me paraît un peu plus logique en fonction du nombre de députés qu'ils ont. On le subira, hein, j'en suis pas pour non plus, mais bon. Et si par contre vous me demandez votre avis sur quelle personnalité de gauche me ferait peut-être changer d'avis, alors pas sur le vote, mais en tout cas sur ma façon de l'accepter, ça serait François Ruffin. Bizarrement, c'est le seul qui, avec son discours posé, qui a tenu des discours pour défendre les petites minorités. Donc j'apprécie l'homme. Je ne sais pas ce qu'il ferait au gouvernement, mais en tout cas j'apprécie l'homme. C'est le seul qui me ferait dire bon, on n'a pas tout perdu. Mais je reconnais que le pays. Enfin, c'est le seul qui est lucide. C'est le seul qui est lucide sur le fait que la gauche est abandonnée. Toutes les régions rurales ou périurbaines ou qui est une partie du monde ouvrier. Même une partie du monde ouvrier qui a été abandonnée par la gauche. Du monde. Les gens modestes. Tout simplement, ouvriers ou pas ouvriers, les gens modestes. Disons que il a eu au moins le mérite de prendre ses distances par rapport à la stratégie de conflictualité de Jean-Luc Mélenchon, que les Français rejettent. C'est pourquoi, quand on nous parlait tout à l'heure d'un gouvernement LFI, avec quelqu'un de LFI à la tête de ce gouvernement, LFI, c'est le mouvement politique qui est le plus répulsif pour une majorité de Français, encore plus que le Rassemblement national. Comment voulez-vous imaginer un gouvernement dont le chef de file serait quelqu'un de LFI? Je parle de LFI, canal historique, les Mélenchoniens, autour de Jean-Luc Mélenchon. La vertu ou l'intelligence politique de François Ruffin, c'est d'avoir pris ses distances de manière à essayer de construire quelque chose d'autre à gauche, quelque chose qui puisse justement rassembler et aller peut-être au-delà des frontières du nouveau Front populaire. David Jaïs, le président de la République est part à Washington. Il y a une urgence, c'est plus important ce qui se passe dans le monde aujourd'hui que nos petites combines politiciennes. Mais c'est vrai, il y a un sommet de l'OTAN, on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, on voit l'état du monde. Dites-moi, David Jaïs, il a le temps, lui, finalement? En tout cas, il a le temps. Les Français n'ont pas trop le temps, mais cela dit, les affaires courantes sont expédiées. On peut très bien vivre pendant plusieurs semaines sans gouvernement. Et vous savez, dans les vraies démocraties parlementaires, la formation d'un gouvernement, ça peut prendre plusieurs mois. Parce que vous avez la proportionnelle. Vous avez la proportionnelle. Je pose la question. Les partis arrivent à l'Assemblée. On a une photo du rapport de force. Oui. Et là, chacun est arrivé avec un programme, avec des lignes rouges, avec des engagements. Et c'est une forme de maturité démocratique. Ils se mettent à discuter entre eux pour faire un contrat de gouvernement en disant ça pour nous, par exemple le nucléaire, c'est une priorité absolue. On essaie de trouver des points d'accord. C'est la négociation, c'est ce que font tous les Français au quotidien dans leur vie, c'est ce que font les élus locaux. Donc je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est politique, on n'a jamais été habitué à ça. Mais il y a qu'en France. Non. Mais alors là, je suis pas d'accord du tout. Ah bon? Parce que ça, c'est notre histoire de la Ve République. Oui. On est d'accord. Avant, on savait le faire. Qui nous a appris cette bipolarité et cette incapacité au compromis. Mais toute notre histoire politique, depuis la Troisième République, s'est construite sur le compromis. La Troisième République, c'était un compromis entre des purs républicains et des monarchistes modérés. Mais depuis 1958, ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, mais il faut qu'on apprenne. La situation d'aujourd'hui nous oblige. C'est une situation de régime parlementaire. C'est plus une situation de régime parlementaire présidentiel, fortement présidentialisé. Mais il faut aller vers la négociation. Vous voyez bien que ce qui est malsain dans ce système, c'est que vous avez Macron au centre qui dit c'est moi ou le chaos, Marine Le Pen qui dit c'est moi ou le chaos, et Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est moi ou le chaos. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'en fait chacun pense qu'il a la vérité, et que les autres sont des cons ou des ennemis qu'il faut éradiquer, écrabouiller. On construit pas un vivre ensemble comme ça. Il faut qu'on apprenne à discuter. Mais ça, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que je suis un adepte du compromis et de la discussion et du respect des opinions des uns et des autres, et savoir accepter des idées qui ne sont pas les siennes. L'art de la conversation. Et c'est ce que les Français demandent. C'est savoir écouter l'autre. Quand les Français élisent 3 blocs de nature très différente, mais
ça veut dire qu'ils ont besoin que soient confrontées les idées. Et ça veut dire qu'il faut du temps et qu'il faut essayer de travailler ensemble. Enfin, c'est quelque chose qui existe dans toutes les grandes démocraties. Et vous savez, les Français sont très intelligents politiquement. En 2022, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné une majorité absolue à Emmanuel Macron? Parce qu'ils lui ont dit, on a voté pour toi comme président parce que tu nous paraissais plus robuste que les autres, mais on a vu ta pratique du pouvoir et on ne veut pas te donner les pleins pouvoirs. Et l'Assemblée n'a pas été à la hauteur de ce qui s'est passé. Et là, ils ont envoyé un message aussi, c'est on ne veut pas du RN pour le moment parce qu'on ne veut pas de ces candidats approximatifs, incompétents, et on ne veut pas de xénophobie, on est attaché à la liberté. C'est très beau le message que les Français ont envoyé aussi. Bien sûr. Mais ils ont aussi élu un morceau de centre, un morceau de gauche, et le message qui a été envoyé, c'est entendez-vous. Travailler constructivement. Linda, qu'en pensez-vous? Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de tout cela? Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on a besoin de personnes raisonnées, qui sont beaucoup plus réfléchies dans leur façon de faire. On a l'impression qu'on part beaucoup dans les extrêmes, autant à gauche qu'à droite. Et on a besoin de gens qui amènent la paix, qui posent des vraies questions, qui ont envie vraiment de trouver des solutions. La raison. Devant la passion. Oui, tout à fait. Oui, et puis c'est surtout, je vous dirais plus, la raison contre l'ego aussi. Oui. Parce que, comme disait monsieur, effectivement, tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut faire passer ses idées ou voir les imposer sur celles des autres. Et on a besoin, il n'y a pas de vérité absolue, donc on a besoin de gens qui sont prêts à faire des compromis. Vous voyez, est d'accord avec vous. Mais je vais vous dire pourquoi. Le peuple français est prêt à ça. Les Français sont des gens modérés, démocrates, paisibles, y compris ceux qui votent pour les extrêmes. Et je constate que c'est à chaque moment de notre histoire où nous avons réussi justement à travailler ensemble, à discuter ensemble. Je rappelle que Jean Garrigue est historien. Voilà, c'est pourquoi je me permets de m'appuyer là-dessus. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans cet ouvrage sur les jours heureux. Regardez ce qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, autour du général de Gaulle, une coalition. Alors là, cette coalition, elle allait des communistes jusqu'à la droite d'aujourd'hui. Cette coalition, elle nous a donné l'État-providence, c'est-à-dire le socle de ce qu'est notre société d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est dans ces moments-là précisément qu'on peut construire. Ce que vous rappelez. La coalition, effectivement, la coalition au sortir de la guerre nous a donné le socle de la société d'aujourd'hui. Fonctionne bien aujourd'hui. Exactement. Et on qui a fait jamais notre modèle, qui fait notre modèle politique. Parce qu'on ne construit rien sans un large consensus. On ne construit rien d'ambitieux et de grand sans un large consensus dans la société. C'est quoi notre État-providence? C'est quoi nos grands défis de demain? On n'entend rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit des tambouilles politiciennes, on voit des invectives, on voit des gens qui... Alors ce qui pervertit tout ça, c'est cette obsession de l'élection présidentielle en réalité. C'est le deuxième tour de l'élection présidentielle, il nous construit dans l'affrontement, dans la binarité. Voilà. Gabriel Attal, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ne pensent qu'à une chose, et d'autres ne pensent qu'à une chose, c'est 2027. Voilà. L'élection qui rend fou. L'élection qui rend fou. Mais vous avez raison. Ce qui veut dire que peut-être faut-il réfléchir aujourd'hui à ce système. L'élection du président de la République au suffrage universel, qui n'était pas à l'origine de la Ve République, puisque ça n'est venu que 4 ans après, en 1962. Alors, évidemment, les Français sont accoutumés à ça. Ils aiment ça. Oui. Mais il faut quand même réfléchir aujourd'hui aux effets pervers de cette présidentialisation à outrance. Bien, il est 9h46. Vous réagissez 0826 300 300. Merci Linda. Et nous allons prendre Baptiste aussi, qui est à Boulogne-Billancourt, tout près de nous, et qui a envie de parler, de s'exprimer. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h49. Alors, Baptiste, vous êtes là ? Je suis là, Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour, mon cher Baptiste. On le disait avec nos deux invités, les Français ont repris goût à la politique. Vous êtes d'accord ? Oui, et j'ajoute que les Français de gauche ont repris goût à la victoire, Jean-Jacques. Oui. Et pardon, mais juste pour revenir très rapidement sur votre débat précédent, je ne sais plus qui de votre intervenant a dit que les Français étaient des gens
apaisés, des gens calmes, des gens bienveillants. Sauf à considérer que dire à nos compatriotes « Pougnoul, descends du bus » ou « Sale négresse, rentre chez toi », si ça, c'est de l'apaisement et de la bienveillance, je veux bien une petite précision là-dessus. Non, mais Baptiste, vous allez répondre. Alors répondez à Baptiste. Non, mais évidemment qu'il y a des énervés. Tous les Français ne disent pas ça. Hein, et d'abord, si les Français ont aussi massivement pratiqué le barrage républicain, parfois en se bouchant le nez, c'est précisément... Évidemment qu'il y avait des candidats incompétents. Évidemment que le Rassemblement national a un passé. Mais la vraie raison pour laquelle il y a eu un barrage républicain aussi massif, c'est que intuitivement, des dizaines de millions de Français savaient ce que l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement Rassemblement national allait libérer comme mauvaise passion dans la société. Et les gens ont dit, ça, on n'en veut pas. On veut vivre en paix avec notre prochain. Alors après, qu'il y ait quelques centaines de milliers de racistes sur le territoire français, je le conteste pas. Qu'il y ait des violents, des excités, des malfaisants, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais dans leur immense majorité, les Français ont fait preuve de sagesse. Jean Garrigue ? J'ajouterais que quelle que soit l'importance qu'on accorde à cette victoire de la gauche, qui est réelle, puisque la gauche arrive en tête, n'oublions pas ce qui a motivé précisément pour 10 millions de Français le vote pour le Rassemblement national. Et je crois que c'est un peu court. J'entends ces analyses de la gauche nous disant oui, ce qui le motive, c'est le déclassement, c'est la baisse du pouvoir d'achat, ce sont des facteurs sociaux. N'oublions pas qu'il y a dans les motivations de ce vote du Rassemblement national des préoccupations sur la sécurité, sur l'ordre, sur l'immigration. Et ce qu'attendraient aujourd'hui les Français, c'est un gouvernement qui prenne en charge et qui prenne en compte ce type de préoccupations. Et quand vous regardez le programme du nouveau Front populaire, et pas véritablement l'impression que, justement, ils ont bien pris la mesure de cette attente des Français. Alors, à moins de fracturer encore un peu plus la société française, je crois que le gouvernement qui sera en charge devra prendre en compte ce type de préoccupation. Baptiste ? Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et c'est bien de le redire. Donc, merci, parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il y a plusieurs points. D'abord, la première chose, vous parliez du barrage républicain. C'est vrai, les gens se sont mobilisés contre le Rassemblement national. Si je peux me permettre, et vous tolérez cette petite taquinerie, c'est surtout les Français de gauche qui se sont mobilisés massivement pour faire barrage au Front National. Beaucoup plus que les Français du centre. Non, pas beaucoup plus. Un peu plus. C'est pas tout à fait pareil. C'est documenté. 79% des électeurs de gauche qui ont fait barrage, alors que c'est seulement 20% des électeurs LR. Attendez. Mais Baptiste, vous n'allez pas résumer tous les autres électeurs aux électeurs LR, mon cher Baptiste. Non, j'ai parlé qui représentent 6% de l'électorat. Non, c'est pas vrai. Vous savez bien que le score en nombre de voix du parti Les Républicains sur ces élections législatives, les Républicains canal historique, c'est énorme. Et c'est normal. Non, c'est 6%. Pardon de vous dire, Baptiste, c'est 6%. Mais si. Mais non. Sur 6%. Mais les LR canal historique, c'est 6%. Mais d'accord, mais ça, ce que vous dites, ça a le même poids que quand vous dites que Reconquête a fait 0,6%. Ils étaient présents dans à peine 50 circonscriptions. Ça n'a pas de sens de dire ça. Moi, je vous parle en nombre de voix, ramené au nombre d'élus. Le poids des LR. En tout cas, vous escamotez 43% des électeurs macronistes, par exemple, ont voté pour un candidat LFI, je dis bien LFI, au second tour, alors que seulement 19% de ces électeurs ont voté pour le RN. C'est pas du barrage républicain, ça ? 54% des électeurs ensemble ont voté pour un candidat PS ou EELV. C'est pas du barrage républicain, ça ? Si, c'est du barrage républicain. Mon seul propos n'était pas de dire que les électeurs du centre n'avaient pas fait le barrage. C'était simplement de dire que les électeurs qui font le plus barrage, à hauteur de 80%, c'est les électeurs de gauche. Et comme par hasard, ceux qui ont l'habitude de se désister depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je vote. 4 fois, j'ai dû voter pour un candidat juste pour faire barrage au Front National. Donc, les attaques au républicanisme et en Front républicain... Bah si, désolé. Pour Emmanuel Baptiste, vous voulez revenir à... Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure ?
Qu'est-ce que je veux dire pour conclure ? Je veux dire que les priorités absolues, c'est qu'on a des étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires, qu'on a des gens qui ont du mal à se loger, qu'on a des gens qui se chauffent pas, qu'on a des gens qui galèrent, qui sont fracassés quand ils ont 62 ans et qui demandent une chose, c'est que partir à la retraite. Et je pense que la priorité, c'est pas simplement de supprimer l'AME. Voilà, l'AME par ailleurs qui nous évite l'aggravation des maladies. Ça c'est fini. Mais ça, on est d'accord. Mais ça, c'est uniquement le Rassemblement national qui veut supprimer l'AME. Donc, Baptiste, vous voulez un gouvernement de gauche, on est bien d'accord, hein ? Oui. Un Premier ministre de gauche. Est-ce que vous voulez que ce soit un Premier ministre LFI ou pas ? Franchement, je peux faire une remarque ? Je ne sais même pas si c'est le sujet. En fait, c'est pas le sujet. Baptiste, vous pointez les sujets pour les Français. Vous pointez les étudiants qui font la queue. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des petits patrons et qui me disent j'ai de plus en plus de salariés qui me demandent des avances de paye le 15 ou le 20 du mois. Avant, j'en avais un ou deux. Maintenant, c'est la moitié des salariés. Donc, il y a un énorme problème de pouvoir d'achat. Et je pense qu'on l'a vu avec le vote RN aussi. Mais, Baptiste, une question. Le programme du nouveau Front Populaire, là où il me dérange un peu, c'est qu'il y a plein de choses sur la justice sociale et j'y suis favorable, mais qu'est-ce qu'il nous dit sur la création de richesse ? Parce que pour faire du pouvoir d'achat, pour redistribuer, pour être solidaire, il faut créer de la richesse. Et quand on taxe trop, par exemple, on détruit de la richesse. On détruit de la richesse. Bien, merci Baptiste, merci à tous les deux d'être venus, c'était passionnant ce matin encore. Sur l'antenne de Sud Radio, nous allons poursuivre ces débats. Tiens, demain, évidemment, entre 9h et 10h. Tout de suite, émission spéciale législative, Thierry Garrier et Gilles Gansman reçoivent les journalistes Cyrielle Stadler et Caroline Delage. Merci, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.